Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Inside News. Nous sommes le dimanche 2 novembre 2025 et je suis ravi de vous retrouver pour notre tour d'horizon complet de l'actualité en République démocratique du Congo. Cette semaine a été marquée par une convergence de crise et d'espoir. Sur le front politique, les tensions ont atteint un nouveau sommet entre le pouvoir et l'opposition. Dans l'Est, la situation sécuritaire reste dramatique, avec une violence aveugle qui continue de frapper les populations civiles. Et sur la scène internationale, la RDC a été au cœur d'intenses efforts diplomatiques, de Paris au Caire. Au sommaire ce soir, la suspension de 12 partis d'opposition qui secouent la capitale, les attaques meurtrières dans le Nord Kivu et les opérations militaires en Ituri. L'appel renouvelé pour un tribunal spécial pour le Congo porté par la société civile à Paris. Oui, enfin, les dernières nouvelles économiques et sociales entre projets d'infrastructure et urgences humanitaires. Restez avec nous, Inside News commence maintenant. La scène politique congolaise a été marquée cette semaine par des tensions significatives, touchant aussi bien les relations entre le gouvernement central et l'opposition que la gouvernance interne des provinces. Le climat politique s'est considérablement durci avec la décision du gouvernement de suspendre les activités de 12 partis politiques de l'opposition sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a justifié cette mesure par la participation de ces formations à un conclave tenu à Nairobi, qu'il qualifie de fait de violation des principes de consolidation de l'unité nationale. La réplique de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Par la voix d'Emery Okunji, elle a dénoncé une décision qui constitue une violation intentionnelle et manifeste de la Constitution. Pour lui, cette suspension est une atteinte grave au pluralisme politique, un acquis démocratique fondamental et intouchable en RDC. Cette confrontation ouvre la voie à une bataille juridique complexe qui testera les fondements de la démocratie congolaise. L'instabilité ne se limite pas à la capitale. Dans la province de la Tshopo, le gouverneur Paulin Lendongolia a été déchu de ses fonctions par l'Assemblée provinciale. Cependant, le ministre de l'Intérieur a immédiatement contesté la procédure, évoquant un manque de transparence et un non-respect des principes établis pour la stabilisation des institutions. Face à la multiplication de ces crises provinciales, le ministre a convoqué une réunion de la plus haute importance à Kinshasa dès la semaine prochaine avec tous les gouverneurs et les bureaux des assemblées provinciales pour tenter de ramener la sérénité. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle a tranché. L'Union sacrée de la nation a désigné Aimé Bodji Sangara comme son candidat unique pour succéder à Vital Kamerhe à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Marcel, cette instabilité au sommet de l'État et dans les provinces ne fait qu'aggraver un climat déjà lourd, particulièrement dans les régions où les conflits armés font rage. Le ton devient plus grave lorsque nous abordons la situation sécuritaire. L'Est du pays, en particulier, reste une zone de souffrance extrême, où les attaques contre les civils et les opérations militaires ont rythmé cette semaine tragique. Dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu, les rebelles des ADF ont semé la terreur. Au moins 12 civils ont été tués lors de plusieurs attaques menées entre mardi et jeudi dans les localités de Mulonguma, Gbado et Pangoyi. Les assaillants ont pillé un dispensaire, incendié des maisons et pris des civils en otage. Fort heureusement, une intervention rapide des forces coalisées FARDC et de l'armée ougandaise a permis de libérer les personnes enlevées. Ces attaques s'inscrivent dans un contexte de violence endémique. Le gouvernement a publié des chiffres glaçants pour le seul mois d'octobre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Assassinats, au moins 123 cas recensés. Viols, 223 cas documentés. Autres violations, des centaines de cas d'enlèvement et de recrutement forcé, attribués notamment à l'alliance AFC M23. Face à ces groupes armés, les FARDC continuent leurs opérations. En Ituri, l'armée a annoncé avoir détruit un bastion majeur de la milice CRP de Thomas Lubanga dans la région de Nyamamba.
lançant un appel aux combattants restants pour qu'ils déposent les armes. Mais la violence touche aussi les abords des villes. Près de Bunia, 3 jeunes hommes ont été tués dans une embuscade alors qu'ils revenaient d'un site minier exploité par des ressortissants chinois. Leur famille, sous le choc, réclame justice et la police a ouvert une enquête. Dans un rare développement judiciaire, 2 officiers de l'armée et de la police ont été condamnés à commenda pour ne pas avoir protégé les civils lors d'une attaque meurtrière en juillet. Une décision saluée par les familles des victimes comme un premier pas vers la fin de l'impunité. Enfin, ceux qui œuvrent pour la paix sont eux-mêmes en danger. Le député national Daniel Wiyewa Kwinya a fait l'objet de menaces de mort en raison de son implication dans les processus de paix et de désarmement dans le territoire de Djougou, en Ituri. Face à cette spirale de violence, les appels à une justice ferme et impartiale se multiplient, résonnant bien au-delà des frontières congolaises. Devant l'ampleur des exactions, les voix s'élèvent pour réclamer que justice soit faite. Cette semaine, la lutte contre l'impunité a été portée sur la scène internationale, tandis que sur le terrain, des actions judiciaires ciblent les réseaux qui alimentent les conflits. Depuis Paris, lors de la conférence internationale sur les Grands Lacs, la société civile congolaise a renouvelé avec force son plaidoyer pour la création d'un tribunal spécial pour le Congo. Néné Bintou, présidente de la société civile du Sud Kivu, a porté ce message, faisant écho à l'appel inlassable du prix Nobel Denis Mukwege. Sa déclaration fut sans équivoque. Nous ne cessons de réclamer un tribunal spécial pour le Congo en complément de la Cour pénale internationale. Car il n'y a pas de paix véritable sans justice. En Ituri, la justice s'intéresse au lien entre l'exploitation minière illégale et l'insécurité. Le chef de la division provinciale des mines, Saïdi Munyanya, a été arrêté. Il est poursuivi pour avoir délivré illégalement des autorisations d'exploitation d'or à des expatriés. Cette affaire est directement liée au meurtre récent des 3 jeunes hommes près d'un site opéré par des ressortissants chinois, illustrant tragiquement les conséquences de la mauvaise gouvernance du secteur. Dans ce contexte difficile, un symbole d'espoir et de résilience nous vient de Beni, au Nord Kivu. Plus de 200 nouveaux avocats y ont prêté serment. Cependant, leur joie est teintée d'inquiétude. Beaucoup se demandent comment ils pourront exercer leur métier alors que l'insécurité les a déplacés loin de leur cabinet, de leur maître de stage et de leur famille. Ces enjeux de sécurité et de justice sont désormais au cœur de l'agenda diplomatique international, qui a connu une semaine particulièrement chargée. La semaine a été marquée par une intense activité diplomatique autour de la RDC. De Paris au Caire, en passant par Lubumbashi, la communauté internationale se mobilise pour répondre aux crises multiformes qui frappent le pays. À Paris, le président Félix Tshisekedi a livré un discours fort lors de la conférence internationale sur la région. Il a martelé que la crise humanitaire en RDC n'est pas une situation passagère, mais une tragédie prolongée. Il a également tracé une voie vers une paix durable, fondée sur la coopération économique plutôt que sur le conflit. La paix durable dans les Grands Lacs ne sera possible que si la région choisit l'intégration économique et la prospérité partagée plutôt que le pillage et la prédation. En marge de cette conférence, Kinshasa a clarifié sa position sur la réouverture de l'aéroport de Goma. Elle se fera, mais strictement pour des vols humanitaires et sous la coordination pleine et entière des institutions nationales. Après Paris, le président Tshisekedi s'est rendu au Caire pour une rencontre bilatérale avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. Au cœur des discussions, le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Égypte, un axe stratégique pour le chef de l'État. Sur le terrain, une délégation de 8 parlementaires européens s'est rendue à Lubumbashi. Leur mission, évaluer la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne.
notamment un projet visant à protéger les femmes et à lutter contre le travail des enfants dans les mines artisanales. Enfin, la jeunesse congolaise a fait entendre sa voix. Un collectif d'étudiants a remis un mémorandum à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, plaidant pour une accélération du partenariat stratégique entre les deux pays. Ils y voient un levier essentiel pour la paix et la création d'emplois, notamment dans les secteurs des minerais critiques et des infrastructures. De l'international au national, ces partenariats sont cruciaux pour soutenir une économie qui, malgré les défis, montre quelques signes de résilience. En dépit d'un contexte sécuritaire et humanitaire extrêmement difficile, plusieurs développements notables ont marqué le front économique cette semaine, allant de projets d'infrastructures à des interventions de politique monétaire. Une bonne nouvelle nous vient du Congo central, où un vaste projet de réhabilitation de 550 km de routes de desserte agricole a été lancé. La première phase, financée à hauteur de plus de 3,8 milliards de francs congolais, vise à désenclaver les zones rurales et à faciliter le transport des produits agricoles vers les grands centres de consommation. Sur le plan macroéconomique, les données de septembre 2025 sont encourageantes. L'inflation annuelle a diminué et le franc congolais s'est apprécié face au dollar américain, tant sur le marché officiel que parallèle, signe d'une certaine stabilisation. Pour soutenir cette tendance, la Banque centrale du Congo a annoncé qu'elle procédera à la vente de devises étrangères aux banques commerciales pour stabiliser le taux de change. À l'Assemblée nationale, le député Thierry Mulumba a déposé une proposition de loi ambitieuse. Son objectif est de créer un cadre légal pour la transformation locale des minerais. L'idée est de permettre à la RDC de capter une plus grande partie de la chaîne de valeur, de ne plus se contenter d'exporter des matières brutes et ainsi de favoriser une véritable industrialisation du pays. Mais derrière ces chiffres et ces projets, la réalité humaine et sociale reste la préoccupation première, avec des besoins immenses sur le terrain. Le tissu social de la République démocratique du Congo continue d'être mis à rude épreuve par une crise humanitaire sans précédent. Mais face à la détresse, des élans de solidarité et des appels à la justice sociale se font également entendre. La situation en Ituri est particulièrement alarmante. L'Union des associations culturelles UNADI a alerté sur l'aggravation des souffrances de plus de 1,5 million de personnes déplacées. Leur sort est rendu encore plus précaire par une réduction de 40% du financement humanitaire. Dans ce sombre tableau, une lueur d'espoir. L'UNICEF a procédé à une distribution d'aide d'urgence à 3710 ménages de déplacés et de retournés à Tchomia, toujours en Ituri. Des couvertures, des casseroles, des nattes et des kits d'hygiène ont été distribués, apportant un soulagement tangible à des milliers de familles qui ont tout perdu. Au Kasaï oriental, le bilan de l'application de la résolution 1325 de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité est jugé mitigé. Selon l'activiste Evelyne Mbata, les progrès sont insuffisants et les femmes ne sont toujours pas assez incluses dans les négociations de paix et les postes de décision. Dans le sud du Bangui, la grogne sociale monte. À Zongo, les enseignants et les fonctionnaires n'ont pas été payés depuis 2 mois. La frustration grandit et des appels à l'intervention du gouvernement se multiplient. Terminons sur une note positive. Dans la province du Lualaba, la société minière Tenke Fungurume Mining, TFM, a inauguré de nouvelles infrastructures, notamment des routes et un projet d'électrification. La ministre Eve Bazaïba a salué TFM comme un partenaire fiable et un modèle de responsabilité sociétale d'entreprise. Nous arrivons au terme de cette édition d'Inside News. La semaine qui s'achève nous a une fois de plus montré le visage complexe de la République démocratique du Congo. Un pays pris entre le marteau de la violence et l'enclume des tensions politiques, mais qui cherche inlassablement des voies vers la paix, la justice et le développement. Des couloirs de la diplomatie parisienne au village meurtri de l'Ituri, la résilience du peuple congolais reste la constante la plus remarquable.
Notre mission ici à Inside News est de continuer à vous fournir une information claire, vérifiée et contextualisée. Dans un monde où la désinformation se propage à la vitesse de la lumière, nous vous encourageons plus que jamais à rester vigilants. Interrogez les sources, croisez les informations et faites de l'esprit critique votre meilleur allié. C'est un devoir citoyen essentiel pour comprendre les enjeux et participer à la construction d'un avenir meilleur. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition d'Inside News.